Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de décryptage de ce dimanche 19 mai 2024 avec bien évidemment notre consultant politique. Bonsoir Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Joyeux fête de Pentecôte à toutes et à tous, tous ceux qui sont retrouvés à Novicha. Salut à eux et surtout que le feu de l'Esprit Saint pénètre chacun. Et dans ce Bénin où tout le monde se croit intelligent et en mesure d'opiner sur tout, nous puissions nous écouter mutuellement. Et comme le dit le Père, Pentecôte, c'est l'unité dans la diversité. Donc que cette unité se réalise en reconnaissant que nous sommes chacun différents les uns des autres et que lorsque nous opinons, nous sachions que l'autre peut être différent, mais que parfois, lorsque nous mettons nos destins en commun, que quelqu'un le porte avec également toute la différence que les autres doivent pouvoir accepter en sachant que lui, il est lui et nous, c'est nous. Voilà mon message du Saint-Esprit. Et vous êtes bien aux couleurs du Saint-Esprit? Une fois, ah oui, mais bien sûr, mais il faut bien coller, à l'événement. J'aurais pu mettre ma petite robe rouge. Mais ça aurait pu faire une belle harmonie. Voilà, donc demain, lundi de Pentecôte, donc ça veut dire que la fête se poursuit et que chacun puisse intégrer surtout les leçons liées à ces deux événements, Pentecôte, mais qui se traduit au Bénin ici par Novicha et une très belle transition. Voilà. Vous parlez de divergence d'opinion, on en a eu sur nos plateaux ce matin, vous l'avez certainement évoqué à dessein. On a parlé de l'évolution de l'actualité concernant le conflit entre le Bénin et le Niger au sujet de la gestion du pipeline et également ce sujet de société relatif à la fabrication et à la consommation de l'alcool frelaté. Si vous le permettez, on va démarrer ces échanges par justement ce second sujet de société. Alors pour notre invité du duel ce matin, je parle de Dr Paul-Marie Roussou, eh bien, c'est la preuve de l'absence de perspective pour la jeunesse, les dérives que nous constatons. Voici moi ma question. Est-ce que ce sujet est une affaire de jeunesse, Agapit Napoléon Maforika? D'abord, je n'aurais pas opiné sur la question parce que c'est une société réellement. Et les députés l'ont finalement pris à bras le corps. C'est un très vieux sujet, un très vieux problème, une très vieille situation. Une pathologie assez ancienne qui aurait bien mérité d'autres mesures plus radicales, comme sous le PAPB, comme sous la Révolution. Hélas, c'est pas le cas. La démocratie a ouvert les vannes et les gens ne connaissent plus les limites de l'action voilà. Donc, et puis après, j'entends les mêmes dire, bon, voilà, l'État n'a pas fait, l'État n'a pas fait. Oui, c'est toujours cette rengaine. On veut de l'État quand ça arrange, on ne veut pas de l'État quand ça arrange. Alors donc finalement l'État est perdu, l'État va à gauche quand les gens disent non, il faut qu'il soit à droite, l'État va à droite, les gens disent qu'il faut qu'il soit à gauche. Bon finalement, si l'État reste au centre, on va dire que l'État n'est nulle part. Alors donc, non, pour être sérieux, non, je ne vois pas, je pense que c'est réducteur d'aller à la jeunesse. Ceux qui s'adonnent à cette activité, à la fabrication comme à la consommation, c'est pas que les jeunes. C'est une activité sociétale, c'est un comportement de société au nord Bénin, notamment dans la zone de la Takura. Et quand c'est de société, c'est de jeunes aux vieux. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et je me rappelle le préfet Adolphe Biaou, qui est devenu en tant maire de Nantinengou, ancien ministre sous la Révolution, ancien préfet sous la Révolution, a mené une lutte sans merci sur la Révolution contre ce fléau. La consommation? La consommation, la fabrication et la consommation d'alcool déjà frelaté. Apparemment, ça n'a pas marché. Parce que justement, mais je vous l'ai dit, après le renouveau démocratique, tout est ouvert, tout le monde pense que tous les droits qui a plus de limites à l'action régulatrice de l'État. Et lorsque l'État intervient, on dit c'est de la dictature, on empêche les gens de la libre expression, la libre circulation, la libre entreprise, donc tout le monde veut la libre quelque chose, donc finalement, les normes qui étaient concentrés parce que les gens n'arrivaient pas à s'auto-maintenir, à s'auto-agir. Les gens n'arrivant pas à le faire, l'État a exercé sa force légitime. Et ce fait que, parce que la force légitime, elle peut être protectrice. Donc l'État a exercé sa force légitime de protection de la société. Mais une fois que le renouveau démocratique est apparu,
Mais on en a voulu à Adolphe Biao, justement, faire un peu à son âme, d'avoir empêché les gens, d'avoir empêché le développement de la région. Mais, au contraire, ne pas boire, c'est maintenir la santé. Et pour développer une commune, une région, il faut que les forces vives de la région soient en bonne santé. C'était le leitmotiv du préfet Adolphe Biao, personnellement. Colonel des forces armées populaires du Bénin, donc ancien préfet, ancien ministre de la fonction publique et ancien maire sur le renouveau démocratique. Une fois maire, il était déjà avec certain âge. Il a repris un peu son bâton de pèlerin. Voilà. Donc, après, on a relâché. Donc, ce qui pense que c'est une affaire de jeunesse est perdu, il ne comprend pas, il ne connaît pas l'histoire, il ne connaît pas. Donc, du coup, c'est réducteur de ramener tout à jeunesse, à l'absence de l'État, pas de politique de jeunes. Bon, ça, c'est la rengaine un peu de ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle. Mais je pense que c'est heureux que la question soit posée en question d'actualité. C'est heureux que les pouvoirs publics reviennent sur le sujet. J'espère que ça va être encore plus heureux s'ils maintiennent une force de coercition importante sur cette activité-là. Oui, c'est pas que même la consommation de l'alcool pur, ça doit pouvoir être régulé. Les forces vives qui s'adonnent à ça ne peuvent pas être productives. On ne peut pas limiter une consommation. On doit limiter la consommation. En donnant un niveau. C'est à l'État de trouver. On doit limiter. On doit limiter. On doit contrôler la fabrication. On doit limiter la consommation. L'État le fait déjà en faisant les contrôles sur nos axes routiers. Mais on peut aller plus loin. En chargeant les maires, les chefs d'arrondissement, d'abord de sensibiliser. De sensibiliser déjà. Donc, on va me dire, oui, la sensibilisation, ça ne suffit pas, mais après, de trouver les moyens de coercition nécessaires. Par exemple, ceux qui font la fabrication de ces produits, on voit comment ils les circulent. Si la plupart des produits à circuler à l'intérieur des estomacs et des riverains, disons des populations, ça ne va pas. Les gens ont besoin de manger et non de consommer de l'alcool. L'alcool, oui, peut-être en faible quantité. Bon, vous direz que c'est en absence de manger qu'on boit. Non, celui qui boit en absence de manger, c'est personne ne manque de manger dans le pays. Personne ne manque de manger dans le pays. Donc, ils n'ont qu'à déjà manger leur pâte, leur djongori le matin, ou bien leur chokourou, ou bien leur pâte, ou tout ce qu'ils veulent, et après mettre un peu d'alcool, juste un peu de quoi leur permettre de se sentir heureux, et bien d'aller travailler, surtout d'aller travailler. C'est celui qui travaille, il ne peut pas trouver le temps pour boire. Parce que justement, beaucoup ne travaillent pas. Je reviendrai aussi longtemps là-dessus. Il faut que les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier fassent la promotion du travail, des vertus du travail. Non, pas autre chose à faire. Mais c'est l'action publique, c'est l'action du pouvoir public. Travailler, c'est le développement. Donc même s'ils ne font que ça par jour, ça va conduire les gens à l'action et au développement. Travailler, c'est le développement. À mon humble avis, il n'y a que ça. Alors, mais ma question, c'est justement lié à la consommation. Lorsque si vous devez tenir un plateau pendant 3 heures, 4 heures, je ne pense pas que vous allez vous mettre à boire l'alcool. Vous ne pourrez pas tenir. C'est la même chose. Celui qui doit aller au champ et qui doit faire de la production, qui doit bouger un certain nombre de choses, bon, il ne va pas se saouler. Celui qui doit aller enseigner, il ne va pas se saouler. Ainsi de suite. Et ceux qui se viennent au boulot comme ça, peintés, totalement imbibés d'alcool, il faut les sanctionner. Ainsi de suite. Je pense que les jeunes, il faut les sensibiliser dans nos hameaux pour qu'ils comprennent qu'ils ne se produisent, ils ne se fabriquent pas, ils ne s'inventent pas, ils ne se réinventent pas en buvant ces choses-là. Mais je pense qu'il faut que l'État travaille à plutôt réorienter les producteurs de ces produits vers d'autres commerces plus normaux. Un peu la production des biens et des services, la production des matières premières, de ce dont on a besoin pour remplir les besoins fondamentaux. Vous avez dit tout à l'heure que c'est parce que les jeunes ne travaillent pas. Les critiques plus faciles vous diront c'est parce qu'ils n'ont pas le travail, Agapit Napoléon Maforika. Non, il y a du travail. Il y a du travail. Regardez nos routes, nos espaces sont encore très verts. Il y a du travail. L'État cherche des ouvriers, ne les trouve pas suffisamment. Il y a du travail. La question c'est, est-ce que les gens veulent s'orienter vers ces secteurs qui attendent? Oui, tout le monde veut faire du droit, tout le monde veut faire du commerce international, tout le monde veut faire du management des ressources humaines. Donc c'est une question d'orientation. Tout le monde, l'autre dit qu'il a des étudiants en anglais. Il n'a pas faire anglais, il doit faire bien que notre État soit seulement bilingue. On ne peut pas comprendre que nous soyons entre le Nigeria et le Ghana et qu'on ne parle que français.
Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller s'inscrire dans une faculté pour faire de l'anglais. C'est perdre du temps. Normalement, on peut aller faire l'interprétation ailleurs. Donc, les choix des filières, l'existence même de certaines filières pose problème. Aujourd'hui, il y a 50 ans, peut-être pas. Alors, les réformes que l'État entreprend dans le domaine de l'enseignement supérieur, elles ne peuvent aboutir qu'avec le temps. Je pense que l'État ne peut, hélas, pas tout embrasser. En 10 années, vous ne pouvez pas tout faire. Et hélas, mais les gens veulent que l'État réussisse tout au même moment. Oui, il y a à réorienter carrément l'enseignement supérieur. À le limiter à certaines filières porteuses, à des filières qui attendent d'être fructifiées en termes d'humains, d'hommes. Il y a des choses sur lesquelles on n'a plus besoin. Lorsque vous allez voir 12 000 étudiants, je ne sais pas combien d'étudiants dans telle filière, vous dites, mais après, combien sont pris, quels sont les besoins? Moi, j'ai fait une formation en management des élections, master 2, donc expert ou administrateur, mais on n'est pas utilisé. Alors pourquoi utiliser les gens continuent d'utiliser les ressources comme avant. Bon, on nous noie dans une filière, dans les trucs, bon, voilà, administrateur du travail, administrateur électoral, expert de cible, donc voilà. Même les magistrats parlent la passe avant les administrateurs électoraux, alors que c'est question de l'organisation des élections. Vous voyez, la majorité et la minorité passent avant les administrateurs électoraux. Or, ceux dont on parle dans la majorité et dans la minorité, peut-être que c'est l'un, peut-être, je ne sais pas quoi, administrateur de santé publique, l'autre peut-être ingénieur agronome. Je prends n'importe quoi. Mais un ingénieur agronome, son rôle n'est pas d'organiser des élections. Un administrateur de santé publique n'a pas... Les besoins sont là. Mais en fait, il faut vraiment une reconsidération de ces histoires. Mais aujourd'hui, qui écoute qui? L'État ne peut pas sauter bien joint dans ça. L'État aussi a ses obligations du moment. La majorité, la minorité, ceux qui votent les lois, c'est d'abord les politiques. Et bon, voilà, ils vont se servir d'abord avant de servir les autres, et ainsi de suite. Il n'y a que le contrat n'est pas encore suffisamment bien ancré, surtout la démocratie est venue limiter un peu le champ de la circulation de l'information complémentaire les uns vers les autres. En fait, on n'a pas seulement le temps de l'écoute de l'autre pour comprendre que vraiment on doit réinventer la société. On n'y est pas, mais les choses nous rattrapent. Les choses nous rattrapent, nous dépassent. Mais on ne le voit pas toujours. On s'accroche à des choses. Moi, il ne tiendra qu'à moi que moi, on aurait déjà remis en cause notre histoire de démocratie de 90. Oui, parce que ça ne répond sur rien. Ça ne répond plus sur aucun contrat. Ça ne répond que sur les institutions. Et sur la rangue monotone d'un côté comme de l'autre. Mais c'est des hommes qui l'animent, même si on changeait le modèle, ça serait la même chose. Le modèle, il faut regarder, même si c'est les hommes, il faut regarder devant. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Pourquoi blocage? Comment faire pour limiter? On ne peut pas empêcher les blocages, pour les réduire. C'est déjà une remise en cause. Donc, on ne dit pas de tout saccager. Mais pourquoi nous nous chamaillons? Pourquoi il n'y a pas un modèle démocratique sur lequel nous devons nous entendre? Quels sont les modèles béninois que nous apprécions? Prenons le cas du Niger, on va y arriver. Pourquoi lorsque notre État intervient? Parce qu'il participe à une organisation sous-régionale ou régionale dont les pères fondateurs furent Mathieu Kérékou, sont ceux qui ont, la plupart ceux qui ont programmé l'indépendance. Une organisation qu'on a remis à flot au début de la démocratisation parce qu'on estimait qu'on ne peut pas entrer dans l'intégration économique sans une stabilité politique. Et on a pris un certain nombre de mesures. Pourquoi les mêmes qui ont appliqué ça? Pourquoi un Boni qui a haussé la voix face à Sanogo au Mali peut dire que notre président a mal géré le cas nigérien? On va revenir sur c'est pour dire quoi? C'est ça le problème. Quel est le modèle? Le Français n'aurait pas fait ça. L'Américain n'aurait pas fait ça. L'Allemand n'aurait pas fait ça. Quand ceux qui ont pris la démocratie là, mais quand ils sont en compétition dehors, à la limite, ils vont faire le débat à l'Assemblée nationale, ils vont orienter le gouvernement, mais ils ne vont pas le tailler. Mais vous voyez comment chacun. Le Niger n'a même pas besoin d'ambassadeur Bénin. Vous voyez des Béninois, parce que. C'est pas parce qu'ils aiment une partie comme le Niger. Ils interviennent parce qu'il faut. Ils règlent les questions de la politique intérieure.
Alors, on n'est pas... Il y a que le contrat n'est pas signé. Nous vivons dans une démocratie factice. On ne vit pas dans une belle démocratie où il y a un contrat, le contrat social, le contrat politique. On ne l'a pas. Donc, on essaie de s'accrocher à 1,90 que les gens ont dépouillé derrière de sa substance. Et finalement, et d'abord 1,90 conjoncturel, je continue de le dire toujours, on ne peut pas bâtir du solide sur de la conjoncture. Il faut structurer. On n'a jamais réussi à structurer. Et on vit dedans. Bon, tant que ça marche, les gens disent, bon, pourtant ça marche. Oui, ça marche. Bon, alors avançons. Mais on avance. Je ne sais pas si ça va. Donner quelque chose un peu plus loin. Alors pour finir sur ce sujet concernant la consommation de l'alcool, on a entendu sur nos plateaux qu'il faudrait une législation en la matière. Est-ce que la loi réglera ce problème-là concrètement? On peut légiférer. On peut légiférer, mais moi je pense qu'il faut choquer l'opinion en question. En quoi? Il faut trouver des mécanismes de sensibilisation qui choquent. Il faut montrer les dérives. Il faut prendre des photos. Il faut montrer ce que ça... À chaque fois qu'on consomme, voilà comment l'organisme se transforme. Je pense qu'il faut aller, il faut une thérapie de choc que seule la loi ne peut régler. Parce que c'est un phénomène vieux, très vieux. Il faut une thérapie de choc. D'accord. Merci à Vagapit. Nous allons évoluer à présent sur le sujet concernant le Niger. C'est aller un peu dans tous les sens sur essentiellement le duel ce matin avec Dr Paul Mahagrissou qui pense que le Bénin doit aujourd'hui faire profil bas pour pouvoir gagner cet accord, enfin pour pouvoir continuer les relations avec le Niger, d'autant plus qu'il s'agit d'une relation commerciale. Si on avait fait profil bas, les Nigériens n'auraient jamais saisi les donnes béninoises par rapport au premier changement. Ils avaient confié cette tâche aux Chinois. Enfin, donc, du coup, je ne sais pas comment l'analyse se fait, mais si le Bénin avait fait profil bas, on n'aurait jamais eu ça. Et donc, c'est plutôt réduire sa propre vision que de ne pas percevoir ça. Le président Talon, quand j'ai entendu quelqu'un dire il a fait preuve de génie. Je pense que c'est l'un des éditorialistes qui a dit ça. Oui, il a eu... En tout cas, sur ce dossier, dans l'évolution où il est aujourd'hui, la meilleure action a eu lieu au meilleur moment, de la meilleure des formes. De la meilleure des formes. Voilà. C'est-à-dire quoi? Le président n'a pas dit, ok, les Nigériens sont fâchés parce que le Bénin a fermé sa frontière entre-temps, a menacé de faire la guerre au Niger. D'accord. Moi, ils n'ont qu'à appliquer, c'est leur rhétorique. On ne peut pas les forcer à changer, à trouver que c'est la CEDEAO. Ok. C'est légitime, c'est leur pays, Mais, ils ont fermé les frontières. Le Bénin n'a rien dit. Comme quand le Nigeria a fermé ses frontières, le Bénin n'a rien dit. C'est des actions étatiques. Le Niger souverain est libre de fermer sa frontière. Mais quand tu as fait circuler l'essence, quand tu as fermé et tu fais circuler, c'est là qu'il y a un problème. En fait, je trouve quand même dommage que tous ceux qui font de la belle rhétorique sur la souveraineté du Niger, sur le président Talon a fait ci, le président Talon a fait ça, ceux qui veulent trouver toujours la poudre dans les cheveux présidentiels, je pense qu'ils ne tiennent pas compte de cela. Le Bénin n'a rien dit au Niger, le Bénin n'a pas fait d'invective. Le Niger a délaissé le port, le Bénin a réouvert, le Niger a dit jamais, continue avec le port togolais. Est-ce que le Bénin a dit quelque chose? Il n'a rien dit. Le président Talon a dit les efforts qu'il a fait entreprendre, ou qu'il a entrepris lui-même, pour régler, pour renouer le dialogue avec la junte. Mais la junte a resté fermée, c'est son droit. Oui. C'est son droit de rester fermé, obtus. Mais le problème est qu'il y a cet accord qu'il fallait bien dérouler. Mais c'est là qu'elle s'est fait prendre, à son jeu. Et je dis toujours que dans ce genre de circonstances, celui qui n'agit pas dans la logique va toujours se heurter à la logique. Si quelqu'un qui quitte le champ de la logique va se heurter à la logique. Le président Talon, personne ne l'a obligé à infléchir sa position. C'est lui-même qui a estimé qu'il y a un temps pour chaque chose. On a condamné. On s'est fâché. On a condamné. On a pris des décisions. Il y a un temps maintenant pour revenir en arrière. Certaines décisions n'ont pas été... Donc, nous revenons, on fait un amende honorable. À l'autre place, qu'est-ce que vous aurez fait? Mais c'est un aveu. Moi, je trouve que le président, il a fait preuve d'une hauteur d'esprit et de grande honnêteté, d'une loyauté, d'abord à l'État, parce qu'il est le chef de l'État. Il aurait pu dire, moi j'ai agi, c'est comme ça, je m'en fous. Il pose des questions.
normalement, les spin doctors, là, les gens autour du pouvoir nigérien auraient pu dire à la junte, ah, les Béninois, là, peut-être qu'ils sont égarés, mais apparemment, le président Talon revient. Et ils vont dire non, on va les sanctionner pendant 2 ou 3 mois. D'accord. Bon, donc, moi, je comprends qu'il y ait une colère légitime. Mais ne pas d'abord continuer avec une forme d'outrance. Non, là, nous avons le Bénin a un État souverain. Je le dis toujours, et on n'a pas besoin. C'est notre souverain. Autant tu es souverain, autant nous sommes souverains. Alors si on doit... Brandir chacun sa si on souveraineté. doit... Non. Le principe, c'est que chacun brandisse d'ailleurs sa souveraineté. Ça ne veut dire pas. Mais puisque chacun a brandi sa souveraineté, comme vous brandissez votre droit, votre liberté d'homme, mais toutes les conventions, les déclarations disent, mais vous êtes libre. Mais votre liberté est obligée de s'insérer dans la liberté collective. Sinon, quelque chose ne marchera pas. Votre droit doit s'insérer. Alors, si le Bénin et le Niger doivent vivre ensemble, chacun étant souverain, on est obligé de plonger nos souverainetés les unes dans l'autre et voir qu'est-ce que nous mettons ensemble. Et dans ce cas où chacun est resté dans son côté, les premiers qui ont agi ou interagi, c'est les Nigériens, dans le cadre de Pipeline. Mais ils n'ont pas joué le jeu à la régulière. Ils ont dû aller au bout. Bénin, nous sommes prêts. Nous vous accusons de ci, de ça. D'accord. Mais on a un accord commercial. Réglons au moins l'affaire liée à l'accord commercial. Ils ne l'ont pas fait. Ils auraient dû le faire. Ils ne le font pas. Ils font passer le truc. Ça que vient d'être acté. Comment c'est passé. C'est quoi le litrage. C'est-à-dire quel est le volume. Mais on n'a pas dit tout ça. On ne dit pas tout ça. Et on dit, bon voilà, on va transfuser le pétrole. Sous quelles conditions? Pardon, le président Talon a dit, on ne peut pas. Ça devient de l'informel, mettons fait. Voyons clair. C'est justement à ce niveau que Tonton Paul-Marie aussi ne comprend pas. Non, il ne comprend pas, il est théoricien. Il ne peut pas comprendre. C'est un théoricien. C'est logique, il ne comprend pas. Qu'un accord soit formel, qu'on parle d'informel après, qu'il comprenne. Non, il ne peut pas comprendre parce qu'il ne comprend pas que la territorialité. Hein? Si le territoire était, si c'était le peuple devait passer par des citernes, des camions citernes, comment ça allait passer? Bah, c'est sur terrestre. Et où? Par le Togo? Non, ben c'est sur les voies béninoises. Donc les Nigériens vont ouvrir d'abord leurs frontières, les camions vont passer et vont refermer. C'est ça. Et le Bénin est quoi dans ça? La théorie est tellement facile, l'art est difficile. C'est tellement facile d'être théoricien. Parce que le théoricien, lui, ne répond de rien. Lui parle. Comme l'analyste. L'analyste répond. Merci de le préciser. Le conseil n'est pas le payeur. C'est pas moi qui agis. L'analyste agit. Donc, l'analyste, il analyse les faits. L'autre, celui qui a aux actions, c'est le chef de l'État. Donc, ni Dr Paul-Marie, ni moi-même, nous sommes aux actes. Donc, ceux qui sont aux actes, c'est le gouvernement nigérien, et c'est nous. Et c'est le président Talon. Les faits sont là. En matière de faits, moi, je suis journaliste, les faits sont sacrés. Oui. Alors, donc, moi, j'expose les faits. Le territoire béninois, vous fermez les frontières et vous circulez sur le territoire du Bénin. En disant, bon, on charge vers la Chine. Mais comment vous voulez que ça circule? Ça fonctionne. Les Béninois vont fermer les yeux, vous dites, bon, d'accord, bon, le pétrole est venu du ciel, ou bien pas de sous-sol, par l'œuvre de Dieu, on charge ça. Bon, alors que les douanes devraient se retrouver pour pouvoir gérer le sujet. Alors, ils n'ont pas réglé la question que les douaniers se retrouvent. Alors, et ils veulent que ce soit les Chinois qui soient en contact avec le gouvernement béninois. Je ne vois pas. Alors aujourd'hui, on a fait les choses à la régulière. Le Bénin a autorisé d'abord, ponctuellement. Mais au moins le dialogue a repris entre les parties. Donc on peut dire qu'ils savaient bien la voie sûre, pourtant ils sont dans un certain... Non, ils savent, mais c'est eux qui se sentent outrés, ils se disent outrés. En fait, on va nous montrer qui nous sommes. Okay. Ça, c'est d'accord. Moi, dans l'absolu, ça ne dérange pas. Moi, dans l'absolu, ça ne dérange pas. Mais alors, lorsque vous avez tenté et que votre intérêt arrive, au moment, vous mesurez les rapports de force. Au moment de charger le pétrole, vous devez mesurer les rapports de force. Vous n'êtes pas mettre en celui de la décision. C'est les Chinois qui ont construit. Oui. C'est eux qui sont les producteurs en la matière. Donc, ça veut dire quoi? Que normalement, les Nigériens auraient dû prendre conseil
diplomatiquement et voir comment ça fonctionne. Bref, ils n'ont pas... Alors, moi, je n'ai pas envie de donner de la leçon aux Nigériens. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon seul problème, c'est les nôtres qui découvrent que Patrick n'a pas agi. Bon, vous n'allez pas non plus leur donner une leçon, mais... Non, si. Je trouve qu'ils sont en errance. Ils sont en manque de logique républicaine. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment un État fonctionne. Et il faut bien qu'on le leur enseigne. Ils n'ont qu'à aller sur le moteur de recherche et comment l'État fonctionne. Ils n'ont qu'à taper ça. Ça leur permettra de lire au moins les différentes littératures sur le fonctionnement d'un État souverain. Et en la matière, autant les Nigériens sont libres d'agir, autant le Bénin a agi comme il fallait agir. Et quand deux États, ce n'est pas la première fois. Et d'ailleurs, j'ai aimé, aujourd'hui, c'est... L'invité de l'entretien. L'invité Monsieur Nouachi, de l'entretien d'aujourd'hui, Nouachi, Théodule Nouachi, qui a dit, l'Allemagne et la France, mais c'est le moteur de l'Union européenne aujourd'hui. Mais ces deux pays, aujourd'hui, aucun chancelier allemand ne vient sans faire son premier voyage, c'est la France. Le président français qui prend fonction aujourd'hui, parfois c'est l'après-midi qui va à Berlin. On a vu ça avec Sarkozy, on a vu ça avec Hollande. Je pense que c'est la même chose avec Macron. Alors, donc, le couple franco-allemand est le plus solide de l'Union européenne aujourd'hui. Et pourtant, remontons à l'histoire. Au Bénin, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la première fois que le Bénin et le Niger ont des frictions. En 63, les plus grandes frictions ont eu lieu. Il y a aussi l'histoire de... Mais après, si, c'est même dans la même logique. Mais aujourd'hui, ces pays vivent, les peuples vivent en intelligence. En fait, les peuples ne sont pas concernés. Et même les gouvernements ont tout vécu en intelligence, les pouvoirs publics. Malgré ça, on a tout vécu. Donc, il y a eu ce moment-là, en friction, réconciliation, parce qu'on ne se comprend pas toujours dans la manière de... C'est normal, c'est humain, c'est dynamique. Mais qu'on n'ait pas jusqu'à franchir le Rubicon. Et je pense que les nôtres n'ont pas compris que les deux États, là, malgré qu'ils haussent le temps, surtout du côté nigérien, il y a toujours des possibilités de se parler. Quand vous écoutez le premier ministre nigérien, il a parlé de base. Dès le lendemain, le porte-parole du gouvernement dit, nous sommes prêts à vous faire visiter. Tout. Ça veut dire quoi? L'élément central sur lequel ils fondent leur argument, le gouvernement dit, je suis prêt à ouvrir ma frontière pour vous. Venez, visite guidée, ou alors vous seul vous visitez, ou alors on trouve un groupe indépendant. Mais quand on dit ça, ça veut dire qu'on montre sa bonne foi. C'est-à-dire que le Bénin n'est pas dans l'affrontement avec le Niger. C'est les Béninois qui sont dans l'affrontement, qui incitent le Niger à affronter le Bénin. C'est les Béninois qui trouvent quelque que je trouve comment aberrant et désolant, franchement malheureux, que les Béninois trouvent vraiment des raisons à jouer de la politique intérieure au moment où il fallait vraiment faire front. Pas pour terrasser le Niger, non, le Niger n'est pas terrassable. Un grand pays, bon, je respecte toujours. Nous sommes voisins, du plaisir. Quand moi je vais vers ma ville, j'ai du plaisir à faire le pont pour aller à Gaïa et prendre du kilichi, comme on appelle la viande sèche, bien aromatisée, enfin bien assaisonnée, dont on raffole ici, avec un verre d'eau fraîche ou bien d'autres choses que je n'ai pas envie de dire. Donc, alors, comment ne pas être heureux d'aller au Niger? Et les Nigériens bien venus ici à côté de nous. Donc, il y a des étudiants nigériens ici. J'ai étudié avec des Nigériens ici. Alors donc, je ne comprends pas. Non, il n'y a pas de problème. C'est les Béninois qui incitent. Des Béninois. Des Béninois, oui. Des Béninois, oui. C'est des Béninois. Des Béninois qui incitent à l'escalade. C'est dommage. C'est eux qui... Non, c'est dommage parce que quand j'écoute les aménagements, comment on essaye de tout arrondir pour démontrer que Patrick Talon a mal agi. Je dis, oh, putain. Monsieur Poissonneau même est allé loin aujourd'hui en disant que c'est la haine contre Patrick Talon qu'il transpose contre... C'est des questions de politique intérieure. C'est exactement ça. C'est de l'anti-talon. C'est la question de politique intérieure. Les gens sont libres de... Oui, comme je dis, quand le Bénin joue dehors, on doit faire front. C'est comme l'équipe nationale, c'est comme le match. J'ai entendu même aujourd'hui que non. Bon, ça c'est un autre problème. Mais quand l'équipe nationale joue, le sélectionneur a beau se tromper.
C'est pas sur le terrain qu'on doit commencer par les critiquer. Mais les Béninois sont prêts à critiquer le sélectionneur même pendant le match. Oui, parce qu'on n'a pas les résultats. Non, c'est pas lui qui joue. C'est pas lui qui joue. Donc, 13 millions de Béninois, 13 millions de sélectionneurs. 13 millions de Béninois, 13 millions de présidents de la République. 13 millions de Béninois, 13... Non, quand même. Bon, étant donné que nous sommes tous intelligents. Oui, donc certains diaboliquement. Ça a dit Mathieu Kérékou. Donc, voilà. Vous voyez. Non, dans ce dossier, je pense que le Bénin a fait ce qu'il fallait faire. Là, on ne le dira pas assez. Et naturellement, les perspectives sont là. Les perspectives, le Bénin n'avait pas agi. On serait toujours à se regarder en chien de faïence. Et à faire les passes d'âme. Aujourd'hui, il y a quand même des ouvertures. Il faut maintenant qu'entre dedans un certain nombre de personnalités. Et c'est là que je reviens encore pour dire, comme Nouachi d'ailleurs, je suis d'accord avec lui, oui, le Bénin s'est fait avoir peut-être, mais ça montre que le Bénin fait peur aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, le Bénin est sur la bonne voie. Et ça me rappelle les débuts des années 90 avec Nicéphore Soglo. Autour de nous, ce n'était pas la joie parce que Nicéphore venait avec un discours nouveau, anti-pouvoir unique. Et ça ne faisait pas plaisir autour de lui. La épreuve, quand Kérékou est revenu au pouvoir, il a fait le tour rapidement de la sous-région parce qu'il rassurait. D'ailleurs, beaucoup ont fait en sorte qu'il revienne au pouvoir. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Patrice Talon, c'est une nouvelle manière de gouverner. Et surtout, c'est une nouvelle manière pour l'Africain de se comporter. Vous voyez? Donc, les modèles anciens ne sont pas les siens. Et autour de lui, il a pu avoir un Macky Sall qui, peu ou prou, y était presque. C'était un peu cette nouvelle génération de chefs d'État qu'on pouvait croiser par là. Ce n'est pas nécessairement le cas partout. Parce que quand vous regardez les autres pays, vous allez comprendre que, n'étant pas dans cette optique nécessairement, il n'est pas leur ami systématiquement. Alors, donc, le président Talon a passé le premier quinquennat à régler cette question de politique intérieure. Mais lorsqu'à Dakar, sur la soutenabilité de la dette extérieure, il a, dans une démarche pédagogique, devant Macky et Ouattara, dit un certain nombre de choses et se faire valider par les jeunes qui étaient qui constituaient l'Assemblée. Vous comprenez que Patrice Talon a tenu le bon bout. Ce n'est pas le gars qui dit annuler nos dettes, non. Il a une vision de sa gouvernance. Pourquoi il n'a pas pris la présidence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Il a des exigences de réforme qui n'ont jamais eu lieu. Vous l'avez entendu l'UEMOA dans ce dossier. Vous avez entendu la CEDEAO dans ce dossier. Mais d'où c'est venu? C'est pas la CEDEAO. Mais qu'est-ce qu'elles auraient pu faire? Non, c'est pas la CEDEAO. Si, bien, oui. Donc, c'est pas la CEDEAO. C'est venu par la CEDEAO. Et quand ça s'enlise, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Est-ce que la CEDEAO a même délégué une mission au Bénin et au Niger pour comprendre pourquoi les frontières sont fermées? C'est quand même l'une des leitmotifs, comme je l'ai souvent répété, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Oui, on vous dira que on ne me dira rien. Le Niger n'est pas sorti de l'UEMOA. Le Niger n'a pas sorti de l'UEMOA. Et même si le Niger est sorti de la CEDEAO, la CEDEAO peut demander. Le Niger n'est pas en guerre contre nos pays. Le Niger est un peu fâché. Légitimement peut-être. C'est une junte qui a ses raisons d'avoir pris le pouvoir. La CEDEAO n'a pas attendu d'écouter ses raisons de prendre ses décisions. Parce que la CEDEAO a toujours fonctionné comme ça. Et ça a toujours fonctionné. Donc, les deux étaient pris. Le Niger est offusqué que ce soit à son tour qu'on mette la pression de menace. La CEDEAO est habituée déjà dans ça là. Donc, ils étaient surpris. Alors, qu'est-ce que la CEDEAO a fait une fois qu'elle a l'ouverture des frontières que le Niger a gardé là, depuis plus de 3 mois? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Qu'est-ce que le président Tinubu lui-même a fait? C'était ma question. Qu'est-ce que lui-même a fait? Alors que c'est lui, à pour dire c'est fini, les coups d'État c'est fini. C'est lui qui était devant, même si le président Talon a parlé, mais c'est lui le président de l'exercice. C'est le président. Il a fait quoi? Moi, je ne sais pas, peut-être que, je confesse, peut-être que ça a été fait au niveau étatique et nous ne savons pas. Mais sinon, le président de l'exercice de la CEDEAO a fait quoi? Voilà la question. Prenons l'UEMOA, parce que même si le Niger a quitté la CEDEAO, et le Niger n'a pas quitté l'UEMOA. Et l'UEMOA et la CEDEAO, c'est presque les mêmes
Encore qu'il s'agit de commerce, donc c'est de l'argent. Ici, moi, non. Il y a toujours le fond. Vous voyez, nos passeports. Oui. Avec nos passeports, nous n'avons pas besoin de visa pour entrer dans les États de la CEDEAO. C'est un modèle terrible dans l'Afrique. Ça n'existe pas dans notre continent. Même en Afrique centrale, ce n'est pas ça. Ah. Donc, c'est un modèle terrible. C'est une évolution terrible en matière de circulation des personnes et des biens. Oui. Alors, qu'on ne puisse pas s'appuyer là-dessus pour régler des questions de frontières. Le Nigeria a fermé ses frontières pendant des années. La CEDEAO a fait quoi? La CEDEAO n'a rien fait. Mais est-ce que c'est normal? Après, il y a eu un communiqué au cours d'un sommet, on dit, bon, la CEDEAO se préoccupe des problèmes aux frontières. Non. Mais ça pose ça. En fait, la CEDEAO a disparu progressivement. Et donc, c'est normal qu'on le nargue, Où est la commission? C'est l'exécutif. La CEDEAO n'est pas créée pour gérer les questions électorales. Pour aller faire les bons, pour aller faire observation, non. La CEDEAO, c'est d'abord l'approche économique. Et donc, la libre circulation des personnes et des biens. Il ne peut jamais avoir de dynamique économique s'il n'y a pas une libre circulation des personnes et des biens. Donc, mais si la CEDEAO même est tranquille, que le Niger maintienne la frontière fermée, et ne fait même aucune mission, ne tente aucune médiation, n'envoie aucun chef d'État pour tenter quoi que ce soit, c'est quand même dommage. Tinubu, qui a eu la rangue facile, la rhétorique large, lui aussi a disparu des radars. Oui. On ne le sent pas. Président de la CEDEAO. Et il laisse le Bénin seul gérer. Justement, le Bénin est seul face à son destin. Voilà. Du côté togolais. Bon, lui, on ne peut pas compter si c'était le papa Yadema, comme si c'était le vieux Oufouette, il va dire des missions. Par leur âme. Parce que ces personnalités qu'on disait des acteurs ou machin, avaient de la personnalité, avaient de la haute stature internationale et savaient gérer les conflits et surtout tenter les approches. Ils peuvent ne pas toujours réussir. Ils n'ont toujours pas réussi, mais ils ont tenté. Mais bon, au Togo, c'est une nouvelle approche. Oui. Le Togo n'est pas le Bénin, le Togo a choisi son approche. Et donc, du côté togolais, ils font leur politique, nous faisons notre politique. Absolument. Du côté nigérien, on est président de la CEDEAO, mais bon, on a ouvert ses frontières avec le Niger et on n'en parle plus. Du côté de la commission de la CEDEAO, là, on s'enlise à Abuja, là-bas, dans les grands bureaux climatisés. On se promène pour faire observation des élections. On se fait communiquer et on a réglé. Parce que ça, on les rédige sans contenu. Vous lisez à la fin, vous ne voyez pas où est le centre. Voilà. Lui et moi, elle, bon, je ne sais pas si elle a encore une existence. C'est à se demander même qui la dirige. Merci. Parce qu'en tout cas, c'était Bazoum. Je ne sais pas si en tout cas, si c'est Thierry qui a le l'exercice de lui et moi aujourd'hui, ou si c'est pas qui. À Ouattara, il gère problème de politique intérieure. Alors finalement, vous avez compris que c'est logique que Tinubu demande à Diomaye Faye d'aider à régler le problème de l'AES. Vous voyez là où on en est. C'est-à-dire que le gouvernement d'exercice de la CEDEAO n'a plus de solution. Le grand Nigeria n'a plus de solution. Et demande maintenant, bon, aux jeunes Sénégalais, dit, ok, lui vient d'arriver, il est le plus inexpérimenté des chefs d'État, parce qu'il vient d'arriver, il n'est pas censé connaître tout ça. Évidemment, la diplomatie va très bien et les Sénégalais sont très actifs en matière diplomatique. C'est un pays terrible en la matière. Mais de là à demander à de l'aider, franchement, non. Et c'est de l'humilité aussi. Vous pensez que Tiani, le problème de Tiani, c'est 109 ou bien le problème de Goïta, c'est ça? Le problème qu'ils ont, c'est un autre problème. Ils ont un problème avec la gouvernance sous-régionale, avec les rhétoriques démocratiques qui n'arrivent plus à impacter. En fait, ils sont porteurs d'une nouvelle logique qui, il y a 10 ans, aurait choqué, aurait fait monter la classe et l'élite africaine sous-régionale, et qui aujourd'hui laisse indifférent parce que le débat de démocratie que la CEDEAO a tenu pour pouvoir sanctionner le Niger n'est plus le débat pertinent. Regardez, le Togo n'aurait jamais passé ce qu'il a fait là, dans un cadre normal de la CEDEAO qui a existé il y a 10 ans, 15 ans. Passer le régime rapidement. Mais le pays est tranquille. Oui, je suis passé par là. On le lui a validé. Donc le pays est tranquille. Les élections ont été validées. La population fêtait le 1er août, le 1er mai la dernière fois. C'était en joie.
Mais quand vous passez par là, vous dites que le peuple togolais est en ébullition positive. On va dire non, vous êtes, un changement on va dire que vous êtes payé pour dire ça. Mais quand vous faites que dire ce que vous voyez, il faudrait quand même pas rentrer dans le cœur de chacun pour savoir ce qu'il pense. C'est dire quoi? Non, je pense que nous arrivons, je pense qu'on est déjà arrivé au terme de la logique de 90. Hein, la rhétorique démocratique avec le prêt-à-porter occidental, je pense qu'il faut l'enterrer. Il faut l'enterrer totalement. Hein, et laisser, je pense que chaque pays aujourd'hui est face à son destin. Les organisations régionales ne sont plus utiles parce qu'elles n'arrivent plus à impacter. Elles n'ont plus le contenu technique pour fédérer. Si chaque État peut faire ce qu'il fait, librement, moi je ne condamne pas, mais je constate qu'après on a pris la décision, le Bénin ferme sa frontière, logiquement. Le Togo dit, moi je suis disponible. On ouvre son port. Et le Togo n'a pas d'amis, on va dire, le Togo n'a que des intérêts. Moi je ne peux pas attaquer le Togo. Je ne peux pas donc, ainsi de suite. Chaque pays essaie de faire sa politique là où il trouve ses intérêts. Voilà, justement. Ça veut dire quoi? Il va falloir que chacun reprenne sa souveraineté et qu'on rebâtisse la nouvelle union. Une nouvelle union plus dynamique. L'AES, à mon humble avis, c'est une sorte d'appel à la réforme des relations entre États. À mon humble avis. Parce que quand vous regardez la léthargie dans laquelle le long sommeil, enfin, je me demande si ce n'est pas une agonie, je veux bien croire, dans laquelle la CEDEAO se complaît aujourd'hui. Bon, on dit elle ne change pas. Une organisation très, je vous ai dit, très bien structurée, bien montée à tous les plans. Mais quand ça se met dans une telle agonie, il faut s'inquiéter. Mais ce qui m'inquiète, c'est que personne ne s'inquiète. Ça m'inquiète, parce que personne ne semble s'inquiéter. Mais pour le moment, vous êtes inquiet, donc oui, mais c'est ça m'inquiète. Quelqu'un s'inquiète au moins. Parce que, en termes d'architecture, c'est la meilleure des 5, dans les 5 zones au niveau de l'Afrique. La CEDEAO est une belle architecture. Et du point de vue même fonctionne. Enfin, vous regardez, mais c'est en termes de réalisation d'acquis, j'ai l'impression que les responsables d'aujourd'hui n'arrivent plus à trouver les mécanismes. L'élite technique. Parce que l'élite, c'est eux qui en disent le chef d'État. Oui. Ministre des Affaires étrangères, surtout quand c'est la CEDEAO. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances et de l'économie. Tout est en sens mêlé-mêlo aujourd'hui. Et donc, l'analyse de la crise entre le Bénin et le Niger doit aller au-delà. Et on a déjà dépassé les pourquoi de ci, pourquoi le Tapatiste a suivi si ne suit pas sa signature. On a tellement dit. Oui, suffisamment. Qu'on risque d'ennuyer nos téléspectateurs. Alors, le Niger, sa souveraineté, on ne peut pas lui refuser. Alors, donc, on est dans une phase où c'est l'action des voisins, l'action de l'organisation qui doivent normalement nous aider à terminer l'histoire. Parce que l'histoire est née. Qui a raison, qui a tort n'est plus là. Mais comment régler? Comment régler? On n'a pas vu la CEDEAO, par qui c'est passé, par qui l'incident est venu. On n'a pas vu son président, Alexis, qui était le porte-voix ou bien la star hollywoodienne, ou bien hollywoodienne de l'affaire, pour rester collé à la géographie. Oui. Voilà, donc, c'était la star de Hollywood, politique de juillet-août, qui a créé la situation. Bah, c'était l'euphorie du moment. Lui, il a ouvert sa frontière, il a réglé sa frontière, puis bon, il est tranquille. Lui et moi, de côté. Et puis, on est dans la situation. Je pense qu'il est important que ceux qui restent encore d'élite, ou des voix qui portent aussi dans l'Afrique de l'Ouest, essayent de remettre tout ça ensemble. C'est dommage, le président Talon en fin de mandat. Je pense que s'il veut, lui peut... quand on va évacuer cette question, je pense qu'il a le leadership pour gérer cette question. Mais là encore, je pense que la question de politique intérieure est telle que, bon, peut-être qu'il s'est trop concentré sur les questions de politique intérieure pour ne pas nécessairement gérer l'autre question ensemble avec ses pairs. Donc je pense qu'il faut appeler à un nouvel ordre au niveau sous-régional. C'est ce qui nous reste. Pour moi, j'estime que la crise entre le Bénin et le Niger va passer. C'est des malentendus, c'est un certain nombre de situations dommageables, un peu, disons, déplorables. Mais je suis convaincu qu'on va s'en sortir. Oui, avec aussi la question des frontières, parce que les frontières sont toujours fermées avec le Bénin du côté du Niger. Oui, c'est ce que je dis. C'est le grand problème à régler. Si on règle ça, c'est fini. Donc, le Niger a des appréhensions que le Bénin lui montre.
que le Bénin ne peut pas être un territoire par lequel le Tchad par lequel la France peut passer pour l'agresser. Si la France est au Tchad. Justement. Donc, si la France même était au Niger. Jusqu'au coup d'État. Ils les ont renvoyés. Ils ont envoyé les Américains, mais les Américains ne sont pas partis. Alors, si la France entend avec les Américains peuvent les agresser depuis le Niger. Donc, ils sont déjà là. Ensuite, si la France est l'ami, si la France est l'ami du Bénin, la France est l'ami du Tchad, et la France l'ennemi du Niger, alors si on rit, on gère dans les amis de mon ami, c'est mon ami. Donc, ça veut dire qu'entre le Bénin et le Tchad, ça doit être des amis. Oui. Alors, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Normalement. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc, la France, ami du Tchad, Tchad ne peut être ami du Niger. En la matière, ça veut dire que c'est des faux amis. Si on reste dans cette logique de France va attaquer, je pense que les autorités nigériennes n'ont pas fait l'analyse convenue. Parce que la France a des bases à Niamey et à N'Djamena et au Tchad. Et l'envergure de la frontière entre les deux pays est plus importante que... Donc, pour attaquer le Niger par voie aérienne, c'est le Tchad est plus... Et dans ce genre de choses, c'est toujours la frontière, c'est toujours par l'euro. C'est toujours pas l'euro qu'on attaque, ce n'est pas le bas. Le bas, il y a trop de dégâts. Et puis le bas, il y a trop d'affrontements directs. Donc c'est toujours pas l'euro. On bombarde des positions importantes. Donc, en la matière, le Tchad est plus nocif pour le Niger si on reste dans la logique anti-française. Mais moi, dans l'absolu, qui vous dit que dans quelques mois, dans quelques années, la France et le Niger ne vont pas coopérer et signer de nouveaux accords. Donc, c'est pour le moment les sensations du moment. Moi, je pense qu'il va falloir passer ça. Nous, en tant que ceux qui commandent l'actualité, je pense qu'il nous faut dépasser maintenant ces moments-là. C'est passé. Il ne faut plus relayer les escalades. À la limite, il faut les éteindre et passer, faire en sorte que la diplomatie, que ce soit la diplomatie normale, officielle, ou la diplomatie de l'ombre, de nuit, que l'une et l'autre fassent son jeu et qu'enfin le Bénin et le Niger reprennent. Et moi, aller à Gaïa me manque et je suis pressé. Vous pouvez reprendre le chemin. Aller à Gaïa me manque et vivement que les frontières soient ouvertes du côté nigérien. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. On retient essentiellement de ces échanges que les relations iront de mieux en mieux, d'autant plus que le Bénin a ponctuellement accepté le premier chargement. Maintenant, quitte au Niger de pouvoir, bien évidemment, poursuivre dans cette lancée pour que les accords puissent se tenir dans les règles de l'OA, bien évidemment avec les Chinois. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le décryptage ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. Et nous rappelons également que vous pouvez le suivre sur nos plateformes digitales, notre site internet de www.etelebénin.com, notre page Facebook eTélé en direct. Téléchargez notre application eTélé Bénin, que vous ayez un Android ou que vous soyez sur iOS. Juste derrière, ce sera votre programme Numéro Bassa avec votre animateur Da Sojo. Nous, on vous retrouve sur d'autres plateaux, toujours sur nos antennes. eTélé avec vous, pour vous.